L'année est 2025. Imagine que tu es un Français de 30 ans. Tu as un diplôme Bac+5 d'une université respectable. Tu as un CDD qui se renouvelle tous les 6 mois depuis 3 ans. Tu as un appartement de 18 mètres carrés à Montreuil que tu paies 850 euros par mois. Tu viens de recevoir ta fiche de paie. 2100 euros brut, 1600 euros net. Tu n'es pas inquiet pour ta carrière. Faisons comme si la France avait magiquement éliminé tous ses problèmes diplomatiques. Pouf, parti. Plus de tension avec l'Algérie, plus de coups d'État au Sahel, plus de crise migratoire. Juste toi, ton CDD et tes cotisations sociales qui représentent 37% de ton salaire brut. Tu penses que ça va s'améliorer? Tu penses que dans 10 ans, tu auras un CDI, une maison avec jardin, 2 enfants? Mon ami, tu es sur le point de marcher dans la plus grande cocotte minute économique de l'histoire européenne moderne. Tu vois, la France stagnante n'est pas juste une économie qui n'avance pas. C'est un système de promesses impayables, conçu par les boomers pour les boomers, garanti par des syndicats intouchables, financé par une génération qui ne verra jamais ses bénéfices. À partir du moment où tu commences à cotiser pour ta première retraite, tu combats une démographie mortelle, une pyramide de Ponzi appelée retraite par répartition et un code du travail de 3200 pages. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la politique française ou du dernier scandale Macron. On va examiner la réalité mathématique terrifiante de pourquoi une France qui stagne est plus dangereuse qu'une France qui s'effondre. Accroche-toi, ça va être coûteux. 1. La démographie mortelle. Le premier domino qui tombe. Tu veux savoir pourquoi la France est foutue? Commence par les chiffres les plus basiques. Selon l'INSEE, le taux de natalité français en 2023 était de 1,79 enfants par femme. Le taux de renouvellement des générations, c'est 2,1. Mettons ça en perspective. Pour chaque 100 Français qui meurent, seulement 85 naissent. Tu fais les calculs, la population ne se renouvelle pas. Elle vieillit, elle rétrécit, elle meurt. Mais attends, ça empire. L'âge médian en France en 2024 est de 42,3 ans. En 2040, il sera de 45 ans ou plus. La France vieillit plus vite qu'elle ne s'enrichit. Laisse ça infuser. Le Japon a vieilli après être devenu riche. En 1990, quand le Japon avait un âge médian de 40 ans, son PIB par habitant était de 45 000 $. La France aujourd'hui, 44 000 $ avec un âge médian de 42,3 ans. Le Japon avait un coussin financier, la France n'en a pas. Voici ce qui arrive dans les 20 prochaines années. Le problème 4-2-1. 4 grands-parents, 2 parents, 1 enfant. Cet enfant unique devra payer pour tout le monde. Actuellement, il y a 3 travailleurs pour 1 retraité en France. D'ici 2050, il y aura 1,5 travailleurs pour 1 retraité. Fais les calculs. C'est mathématiquement impossible à soutenir. Imagine, tu as 30 ans aujourd'hui, tu cotises pour 2 retraités maintenant. En 2050, quand tu auras 55 ans, tu cotiseras pour 4 retraités. Et devine quoi? Toi-même, tu ne prendras jamais ta retraite. Le système sera en faillite bien avant que tu atteignes 62 ans. C'est pas une prédiction, c'est de l'arithmétique. Pourquoi le taux de natalité s'effondre? Regarde autour de toi. Tu es en CDD. Tu paies 850 euros pour 18 mètres carrés. Tu gagnes 1600 euros net par mois. Tu veux avoir des enfants? Félicitations. Voici ta crèche à 800 euros par mois. Voici ton logement trop petit. Voici ton boulot précaire qui peut disparaître dans 6 mois. Voici ta génération, la plus éduquée de l'histoire française qui ne peut pas se permettre d'avoir une famille. Selon les sondages, la France est le pays le plus pessimiste de l'OCDE. Pas surprenant. Quand ton avenir économique est une blague, tu ne fais pas d'enfants. La génération précaire ne fait pas d'enfants. C'est la logique pure. Pourquoi mettre un enfant au monde quand tu ne peux même pas te loger décemment? Regarde la Corée du Sud. Taux de natalité de 0,72 en 2023. C'est le futur de la France dans 20 ans si rien ne change. Une population qui s'effondre, une économie qui stagne, une société qui vieillit, jusqu'à mourir. Mais si tu penses que la démographie c'est grave, attends de voir le trou de 2,4 000 milliards d'euros qui t'attend. 2. Le piège des retraites, la pyramide de Ponzi de 2,4 000 milliards d'euros. Ok, donc la démographie s'effondre. Mais c'est juste un chiffre sur papier, non? Faux. Voici le passif non financé du système de retraite français. 2,4 000 milliards d'euros. 83% du PIB.
Cette somme n'apparaît pas dans les livres de compte officiels. C'est off-balance sheet, comme disent les comptables créatifs. Et ça grossit de 15 à 20 milliards d'euros chaque année. Mettons ça en perspective. La dette nationale officielle de la France est de 3,2 mille milliards d'euros, soit 110% du PIB. Le trou des retraites 2,400 milliards d'euros cachés. Additionne les deux. 5 600 milliards d'euros, 193% du PIB. C'est pas une dette, c'est un trou noir financier qui aspire l'avenir de 3 générations. Le système de retraite par répartition a été conçu dans les années 1950, quand il y avait 10 travailleurs pour un retraité. Maintenant, 3 travailleurs pour un retraité. En 2050, 1,5 travailleurs pour un retraité. Félicitations, tu es un génie des maths. Tu as découvert qu'on ne peut pas diviser par zéro. Prenons l'exemple de la réforme Macron de 2023. Il a essayé de faire passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Juste 2 ans. C'est tout. Pas radical, pas révolutionnaire. 2 ans. Résultat ? 3 mois d'émeute. Les gilets jaunes sont revenus, la CGT a appelé à la grève générale, les trains ont cessé de circuler, les raffineries ont été bloquées. 2 millions de personnes dans les rues. L'approbation de Macron est passée de 40% à 28% en 6 semaines. Le coût politique a été énorme. Les économies réalisées 10 milliards d'euros par an, c'est tout. Le déficit du système est de 15 à 20 milliards par an. Donc même avec cette réforme qui a presque provoqué une révolution, le système est toujours en déficit. Pour vraiment équilibrer les comptes, il faudrait couper 200 milliards d'euros ou plus. Bonne chance avec ça. Voici pourquoi c'est politiquement impossible. Les retraités représentent 30% de l'électorat français. Ils votent à 80% plus, contre 40% pour les jeunes. Propose de couper les retraites, c'est un suicide électoral. Les travailleurs n'ont aucune incitation à soutenir la réforme parce qu'ils ne prendront jamais leur retraite eux-mêmes. Les jeunes détestent le système parce qu'ils savent qu'ils n'en bénéficieront jamais. Et il y a les obstacles constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a établi que la retraite à 62 ans est un droit acquis. Les syndicats, surtout la CGT et Force ouvrière, peuvent paralyser le pays. Et il n'y a pas de croissance pour alléger le fardeau. La stagnation signifie que c'est un jeu à somme nulle. Pour qu'un groupe gagne, un autre doit perdre. Regarde la Grèce en 2010. Le FMI et l'Union européenne ont exigé des coupes dans les retraites. Les Grecs ont manifesté. Le gouvernement a coupé quand même. Résultat, une décennie perdue, 50% de chômage des jeunes, fuite massive des cerveaux. Un quart de siècle plus tard, la Grèce ne s'est toujours pas complètement rétablie. La France regarde la Grèce et dit non merci. Voici la réalité du système de retraite par répartition. Les retraités actuels sont payés par les travailleurs actuels. Il n'y a pas d'épargne, pas de fonds de pension. Quand le ratio s'effondre, le système s'effondre. Il y a 3 options théoriques. Couper les prestations, augmenter les impôts ou imprimer de l'argent. La France ne peut pas couper sans émeute. Elle ne peut pas imprimer parce que la BCE contrôle l'euro. Donc, augmenter les impôts ? Sur une génération qui part déjà ? On va parler de la jeunesse qui paye pour tout ça plus tard. Spoiler, ils partent. 3. La génération sacrifiée, les jeunes qui payent pour un système qu'ils ne verront jamais. Donc, les retraites sont foutues. Qui paye la facture ? Les jeunes. Le taux de chômage des jeunes en France est officiellement de 18 à 20%. Le chiffre réel, si tu inclus les sous-employés, plus de 30%. Mettons ça en perspective. Un jeune sur 3 n'a pas de vrai job. Et c'est chronique, ça dure depuis 30 ans. Le chômage des jeunes n'est jamais descendu en dessous de 15% depuis les années 1980. Bienvenue dans la classe des précaires. 87% des nouvelles embauches sont des CDD, des contrats à durée déterminée. 6 mois, 1 an maximum, puis tu recommences. Les stages, souvent non rémunérés, ou 600 € par mois si tu as de la chance. L'intérim, pas de bénéfices, pas de sécurité, pas de futur. Tu es bac+5 de la Sorbonne. Tu gagnes 1 200 € par mois en CDD de 6 mois. Ton père à ton âge avait un CDI, un pavillon en banlieue, 2 enfants. Toi, tu vis dans 18 mètres carrés et tu te demandes si tu auras toujours ton boulot dans 6 mois. On ne joue pas le même jeu. On joue avec des règles complètement différentes. Parlons de la crise du logement. À Paris, le prix médian au mètre carré est de 10 000 €.
le salaire médian net est de 2 300 euros par mois. Tu veux un appartement de 60 mètres carrés? 600 000 euros. Ça représente 260 mois de salaire, 21 ans. Et c'est si tu ne dépenses pas un centime pour manger, te vêtir ou exister. Résultat, les millennials louent pour toujours. 40% vivent encore chez leurs parents à 30 ans. La propriété immobilière, c'est un rêve pour les boomers. Pour nous, c'est une blague cruelle. Et voici le paradoxe de l'éducation. 50% des Français ont un bac+3 ou plus. Mais les diplômes n'égalent pas les emplois. L'épidémie de baristas surqualifiés. Tu as une licence en sociologie? Félicitations. Voici ton uniforme Starbucks. Tu as un master en sciences politiques? Fantastique. Voici ton stage non rémunéré de 6 mois. Le système des grandes écoles maintient tout ça. l'ENA, Polytechnique, HEC. Ce sont les portes vers l'élite. 80% des étudiants viennent de familles bourgeoises. C'est un club de vieux copains qui maintient le pouvoir. La méritocratie française, c'est une blague. Si tu n'es pas né dans la bonne famille, si tu n'as pas fait la bonne école, tu n'auras jamais accès au sommet. Et c'est là que la fuite des cerveaux commence. 200 000 Français hautement qualifiés ont quitté le pays au cours de la dernière décennie. Qui part? Les 25 à 35 ans. Bac+5. Ambitieux. Où vont-ils? Londres, Dubaï, le Canada, Singapour. Pourquoi? Les impôts à 45%, le logement impossible, les emplois en CDD, l'avenir sombre. La crise psychologique est réelle. La France est le pays le plus pessimiste de l'OCDE selon tous les sondages. Le taux de natalité s'effondre parce que les gens ne peuvent pas se permettre d'avoir des enfants. L'épidémie de santé mentale frappe. Burn-out, dépression, anxiété. Le nihilisme politique règne. Les jeunes s'abstiennent ou votent pour les extrêmes. Voici le récit de la trahison. Les boomers ont eu l'université gratuite, un CDI à 22 ans, la retraite à 60 ans, des logements bon marché. Les millennials ont des dettes pour leur master, des CDD à 28 ans, la retraite à 67 ans, peut-être, et louent pour toujours. Regarde la génération perdue du Japon, ceux des années 1990. Ils ne se sont jamais rétablis. Revenus inférieurs à vie. Taux de mariage plus bas, taux de natalité plus bas. La cohorte française des années 2020 suit exactement la même trajectoire. Mais attends, ça empire. Parce qu'il y a des syndicats qui bloquent chaque réforme qui pourrait aider ces jeunes. 4. Les syndicats intouchables, 8% de membres, 100% de pouvoir. Ok. Jeunesse foutue, système bloqué, pourquoi personne ne répare ça? Laisse-moi te présenter les syndicats français. Voici le paradoxe. Le taux de syndicalisation en France est de 8%. C'est l'un des plus bas de l'OCDE. Mais la couverture des conventions collectives? 95% et plus. Mettons ça en perspective. 8% des travailleurs contrôlent les conditions de travail de 95% de la population active. Comment est-ce possible? Parce que les syndicats français ne représentent pas leurs membres. Ils représentent le pouvoir politique. Voici les secteurs qui peuvent paralyser la nation. La SNCF. Une grève et le pays s'arrête. Pas de train, pas de transport. La CGT Énergie. Ils peuvent couper l'électricité. Les enseignants. Ils peuvent fermer les écoles pendant des mois. Les travailleurs hospitaliers. Ils peuvent fermer les urgences. Bienvenue dans le chantage institutionnel. La culture de la grève en France. 125 jours de grève pour 1000 travailleurs par an. En Allemagne, 5 jours pour 1000 travailleurs. La grève n'est pas un dernier recours en France. C'est un sport national. C'est une tradition. C'est un mode de vie. Voici pourquoi la réforme est impossible. N'importe quelle réforme déclenche une menace de grève nationale immédiate. Le gouvernement recule à chaque fois. Exemple 1, 1995, la réforme des retraites de Juppé. Retirée après 3 semaines de paralysie nationale. Exemple 2, 2006, la réforme du CPE pour les jeunes travailleurs. Retirée, toute la loi annulée. Exemple 3, 2023, la réforme des retraites de Macron. Passée, mais au prix d'un suicide politique, et les manifestations continuent. Prenons le cas de la SNCF. Les travailleurs de la SNCF prennent leur retraite en moyenne à 52 ans. Le secteur privé, 62,5 ans. Pourquoi? Les régimes spéciaux,
des régimes de retraite spéciaux des années 1950, Macron a essayé de les réformer. 3 mois sans train. Le coût pour l'économie? Plus de 10 milliards d'euros. La réforme obtenue? Minimale. La CGT a des origines communistes et reste idéologiquement à l'extrême gauche. Elle peut mobiliser des millions. En 2023, 2 millions de personnes dans les rues. Ses alliés? Les partis d'extrême gauche comme la France Insoumise, les intellectuels, les médias sympathisants. C'est pas un syndicat, c'est un contre-pouvoir politique. Le coût économique de la culture de la grève? Direct, plus de 10 milliards d'euros par an en productivité perdue. Indirect, un frein à l'investissement. Pourquoi investir en France si les grèves détruisent les profits? Les entreprises étrangères évitent la France. Tesla a choisi l'Allemagne, pas la France. Pourquoi? Regarde le code du travail. Tu veux embaucher quelqu'un en France? Félicitations. Voici 3200 pages de code du travail. Voici un syndicat qui peut te faire grève pour une virgule. Et voici la certitude absolue que tu ne pourras jamais virer cette personne, même si elle dort au bureau. Le coût du licenciement? 3 à 6 mois de salaire, plus les frais juridiques. Résultat? Les entreprises n'embauchent pas en CDI. CDD pour tout le monde. Comparons avec le Royaume-Uni à la fin des années 1970. Le Winter of Discontent. Les syndicats ont paralysé la Grande-Bretagne. Thatcher les a brisés. Ça a été douloureux, mais la réforme a été accomplie. La France n'a jamais eu son moment Thatcher. Résultat, les syndicats ont toujours le pouvoir des années 1970 en 2025. Pourquoi ça compte pour la stagnation? La réforme du marché du travail est impossible. La réforme des retraites est impossible. L'innovation est bloquée parce que embaucher et virer est trop risqué. Résultat, l'économie est fossilisée. Donc impossible de réformer. Et pendant ce temps, les meilleurs partent. 5. La fuite des cerveaux, le drain de 200 000 par décennie. Donc système bloqué, jeunesse coincée, réforme impossible. La solution intelligente? Partir. Plus de 200 000 Français hautement qualifiés ont quitté le pays au cours de la dernière décennie. Et ça accélère. 15 000 par an en 2010, 30 000 par an en 2024. Fais les calculs. C'est l'équivalent de vie des reines chaque décennie. Qui part? Les 25 à 35 ans, les années les plus productives. Bac+5, diplômés des grandes écoles. Les domaines? La tech à 50%, la finance à 20%, la médecine à 15%, la recherche à 10%. Les meilleurs s'en vont, les médiocres restent. Devine quelle France en aura dans 20 ans. Où vont-ils? Londres compte 400 000 Français. C'est la 6e plus grande ville française. Dubaï en a plus de 50 000, un boom post-Covid de paradis fiscal. Le Canada en a plus de 100 000 entre Québec et Toronto. Singapour en a plus de 20 000, le hub tech asiatique. San Francisco en a plus de 15 000, tous les chercheurs en IA français. Pourquoi partent-ils? Les facteurs d'expulsion. Les impôts. 45% sur le revenu, plus 20% de TVA, plus l'impôt sur la fortune, égale 65% et plus en taux effectif. Les opportunités. Pas de Google français, pas d'Amazon, pas de Meta, pas d'Apple. La méritocratie. Le club des vieux copains des grandes écoles, le népotisme. La qualité de vie. Logement à 10 000 euros le mètre carré, criminalité dans les banlieues, pessimisme national. Tu es ingénieur en IA. Paris paie 60 000 euros, San Francisco paie 200 000 dollars. Tu restes pourquoi exactement? Le cycle vicieux. Les meilleurs partent, l'innovation décline, pas de scène tech, donc plus de gens partent. La fuite des cerveaux réduit l'assiette fiscale, donc les impôts augmentent, donc plus de gens partent. C'est une spirale. Et elle accélère. Qu'est-ce qui reste? Le secteur public. Ils ne peuvent pas être virés, ils ont de bonnes retraites. Les peu qualifiés, ils n'ont nulle part où aller. Les retraités, ils collectent leurs pensions. La France devient un pays de fonctionnaires et de retraités. Compare l'écosystème des startups. Israël, 8 millions d'habitants, a plus de 100 licornes. La France, 68 millions d'habitants, en a 26. Par habitant, Israël est 50 fois plus performant. Pourquoi? Le talent reste en Israël, grâce à l'écosystème militaro-technologique. Il quitte la France. Le problème, Yann Lequin. Pionnier français de l'IA, lauréat du prix Turing. Où travaille-t-il? Meta, aux États-Unis. Pas en France. Pourquoi? Les salaires, les ressources, la liberté. La France forme les meilleurs, puis il travaille pour l'Amérique. C'est un système d'aide au développement à l'envers. La réponse du gouvernement? L'initiative French Tech avec un fonds de 5 milliards d'euros, des réductions d'impôts pour les startups.
Finalement, après que tout le monde soit parti. Trop peu, trop tard. Donc, le talent fuit. Mais vers quoi la France stagne-t-elle exactement? Regarde le piège du revenu moyen. 6. Le piège du revenu moyen, ni pauvre ni riche, juste coincé. Ok, les meilleurs partent. Ceux qui restent, que font-ils? Le piège du revenu moyen frappe généralement les pays qui se coincent entre 10 000 et 15 000 dollars par habitant. La version française, coincée à 44 000 dollars. C'est un piège différent. Stagnation à un revenu moyen élevé. Ne peut pas rivaliser sur les coûts, trop cher. Ne peut pas rivaliser sur l'innovation, pas assez innovant. Bienvenue dans le purgatoire économique. L'étau concurrentiel. Le bas de gamme, la Chine, la Pologne, le Vietnam fabriquent à 20% du coût français. Le haut de gamme, les États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud dominent l'innovation et la technologie de pointe. La France, trop chère pour être bon marché, trop lente pour être à la pointe. Analyse sectorielle. Le luxe, de classe mondiale. LVMH, Hermès, Chanel. Mais c'est 2% du PIB seulement. Un secteur d'élite minuscule. L'automobile, en déclin. Renault, Peugeot perdent face à Tesla, BYD chinoise. L'aérospatiale, forte avec Airbus. Mais c'est un consortium européen, pas purement français. La tech, faible. Pas de plateforme. Tout est américain ou chinois. L'énergie, le nucléaire est fort, mais EDF est en faillite. L'agriculture, forte, mais en déclin avec la réduction des subventions de la PAC. La finance, Paris contre Londres, pas de compétition. Le Brexit n'a même pas aidé Paris. Mettons ça en perspective. La France est vraiment bonne en vin, fromage, sacs de luxe, réacteurs nucléaires. L'économie du futur tourne sur l'IA, les semi-conducteurs, le cloud computing, la biotech. Hermès fait des sacs à 10 000 euros, c'est magnifique. Mais l'avenir, c'est ChatGPT, pas les Kelly Bags. Le paradoxe de la productivité. Les travailleurs français par heure, top 10 des plus productifs au monde. Mais ils travaillent moins d'heures. La semaine de 35 heures, 5 semaines de vacances, les jours RTT, résultat net, productivité totale dans la moyenne. Les calculs. Haute productivité horaire multipliée par peu d'heures égale production totale médiocre. Les flux d'investissement. Où va l'argent? L'immobilier représente 60% du patrimoine des ménages. Sûr, familier, improductif. Actions et entreprises, 20%. Bien en dessous des 70% américains. R&D, 2,2% du PIB contre 3,4% en Corée du Sud. Résultat, le capital est verrouillé dans l'immobilier, pas dans l'innovation. Les Français achètent des appartements, pas des startups. La stagnation du PIB par habitant. En 2000, la France était à 30 000 euros, l'Allemagne à 30 000 euros, égaux. En 2024, la France est à 44 000 euros, l'Allemagne à 51 000 euros. Un écart de 14% s'est ouvert. De 2000 à 2024, la France a cru de 46%, l'Allemagne de 70%. Pendant que la France stagnait, le monde bougeait. La malédiction du bon mais pas excellent. La France a de bonnes universités, de bonnes infrastructures, de bons soins de santé. La France n'a pas un excellent écosystème tech, un excellent climat des affaires, un excellent dynamisme. Le bon n'est pas suffisant au XXIe siècle. Parallèle historique. L'Argentine dans les années 1900. C'était le 7e pays le plus riche en 1913. Elle s'est coincée, a stagné. Maintenant, revenu moyen, sous-performant permanent. La France suit exactement la même trajectoire. Mais si tu penses que la stagnation économique c'est grave, regarde le retard technologique. Septembre, le rideau technologique, la France devient une colonie numérique. Donc coincée économiquement, mais peut-être que la tech peut sauver la France? Réfléchis encore. Le rideau technologique. Comme le rideau de fer, mais pour la technologie. Retard irréversible dans l'économie numérique. L'écart se creuse chaque année. Mettons ça en perspective. La France au XXIe siècle, c'est ce que l'URSS était au XXe. Un géant qui rate la révolution. Les métriques de l'insignifiance. Dépenses en R&D. 2,2% du PIB contre 3,4% en Corée du Sud, 3,1% aux États-Unis, 3,0% en Allemagne. Brevets déposés. 18 000 par an contre 50 000 en Allemagne, 600 000 en Chine. Licorne Tech, 26 au total contre plus de 200 au Royaume-Uni, plus de 1000 aux États-Unis, 300 en Chine.
Usine de semi-conducteurs de pointe, 0 contre 90% à Taïwan et en Corée du Sud. Le fossé de l'IA, l'échec existentiel. Pas d'équivalent français de ChatGPT, Claude, Gemini, GPT-4. Tous américains. Mistral AI, l'espoir français? Bon, mais 2 à 3 ans de retard sur OpenAI. La réponse du gouvernement? Réglementer l'IA avant même de la construire. L'Europe réglemente ce que l'Amérique construit. La France réglemente ce que l'Europe réglemente. Bravo. La colonisation des plateformes. Recherche, Google, américain. Quant a échoué. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, américain ou chinois. Pas d'alternative française. E-commerce, Amazon, américain. Cdiscount est minuscule en comparaison. Vidéo, YouTube, américain. Dailymotion est mort. Cloud, AWS, Azure, Google Cloud, tous américains. OVH Cloud est marginal. Résultat, colonisation numérique totale. Toutes les données vont dans les clouds américains. Le retard d'infrastructure, 5G. Huawei, interdit pour raison de sécurité, bonne décision. Ericsson et Nokia, choisis, mais déploiement lent. Résultat, couverture 5G à 40% contre 85% en Chine, 70% en Corée du Sud. La 5G, c'est pas juste du streaming Netflix plus rapide, c'est l'infrastructure pour l'IoT, les véhicules autonomes, l'industrie 4.0. L'hémorragie de talent. Les meilleurs chercheurs en IA, Yann Lequin chez Meta, pas en France. Comparaison des salaires, ingénieur IA à Paris, 60 000 à 80 000 euros. Ingénieur IA à San Francisco, 200 000 à 400 000 dollars. Les calculs, différence de salaire de 3 à 5 fois. Tu es docteur en machine learning. Tu restes à Paris pour 70 000 euros ou tu vas à SF pour 300 000 dollars. Voilà pourquoi la France n'a pas d'IA. La catastrophe des semi-conducteurs. Les puces de pointe, 100% fabriquées à Taïwan chez TSMC, en Corée du Sud chez Samsung, un peu aux États-Unis chez Intel. La France, 0 usine avancée. Le CHIPS Act européen, 43 milliards d'euros pour construire des usines. La réalité, 5 à 10 ans minimum, toujours 2 générations de retard. Les semi-conducteurs sont le pétrole du 21e siècle. La France n'en produit pas. Ça veut dire quoi? Dépendance totale. Parallèle historique, l'Union soviétique dans les années 1980, retard sur les ordinateurs, les microprocesseurs. En 1991, technologiquement obsolète. La France en 2025, même trajectoire dans l'IA et les puces. Le pourcentage de l'économie numérique. En 2000, le numérique représentait 5% de l'économie mondiale. En 2025, 25%. Projection 2040, 50% et plus. La part française? En déclin. L'économie devient numérique. La France ne produit pas de numérique. Fais les calculs. Conséquence, classe inférieure permanente. Sera consommateur de technologie, pas producteur. Paiera des rentes aux géants tech américains et chinois. N'aura aucun levier, aucune autonomie. Souveraineté numérique? C'est déjà fini. La tech est une catastrophe. Mais pendant que le futur meurt, le présent saigne aussi. Regarde l'État obèse. Petite pause. Si tu apprécies cette autopsie économique de la France, abonne-toi. On couvre les pièges géopolitiques, les bulles financières et les systèmes condamnés chaque semaine. Aussi, dis-moi dans les commentaires, tu penses que la France peut encore rattraper son retard technologique ou c'est trop tard? Option A, trop tard, le rideau est tombé. Option B, possible mais nécessite une révolution politique. Option C, on s'en fout, les sacs Hermès suffisent. Spoiler, si tu choisis C, attends de voir la section sur l'État obèse. Continuons. 8. L'État obèse, 5,7 millions de fonctionnaires intouchables. Donc, tech morte, économie coincée, mais peut-être que l'État peut résoudre les problèmes. Laisse-moi te montrer l'État français. Les métriques de l'obésité. Dépenses publiques, 58% du PIB, la plus élevée de l'UE aux côtés du Danemark. Emploi du secteur public, 5,7 millions de personnes, 21% de la main-d'œuvre totale. Comparaison, Allemagne, 14%, États-Unis, 15%,
Singapour, 5%. Un Français sur 5 travaille pour l'État. Laisse ça infuser. La garantie d'emploi à vie. Les fonctionnaires égale emploi à vie. Ne peuvent pas être virés. Retraite anticipée. 59 ans en moyenne contre 62,5 ans dans le secteur privé. Pension. 75% du dernier salaire contre 50% dans le privé. Résultat, club ultra privilégié aux frais du contribuable. Les couches de bureaucratie. La poupée russe administrative. Le gouvernement national, les régions, 18, les départements, 101, les intercommunalités, plus de 1000, les communes, plus de 35 000. Tous ont leur propre budget, leurs propres employés, des responsabilités qui se chevauchent. C'est pas une administration, c'est une inception bureaucratique. Répartition des dépenses. Où vont les 1400 milliards d'euros? Protection sociale, 800 milliards, pension, santé, chômage. Salaire du secteur public, 300 milliards. Éducation, 170 milliards. Défense, 60 milliards. Intérêt de la dette, 50 milliards, en croissance rapide avec la hausse des taux. Investissement dans les infrastructures, 40 milliards, minuscule, coupé en premier. Mettons ça en perspective. 1400 milliards de recettes fiscales, avec un taux d'imposition de 48%. 1600 milliards de dépenses. Déficit annuel, 200 milliards structurels. On dépense 200 milliards de plus qu'on ne gagne. Chaque année. C'est pas soutenable. Le fardeau fiscal, champion de l'OCDE. Charge fiscale totale, 48% du PIB, la plus élevée du monde développé. Impôt sur le revenu, jusqu'à 45%. Charge sociale, 22% employeur, plus 15% employé, égale 37% en plus du salaire. TVA, 20%. Impôt sur la fortune, rétabli, renaissance de l'ISF. Taxe foncière, impôt sur les sociétés, droit de succession. Tu gagnes 100 euros, l'État prend 48. Et devine quoi? Les infrastructures s'effondrent quand même. Où va l'argent? Pas dans les infrastructures. Les routes se détériorent, des nids de poules partout. Les écoles, bâtiments qui s'effondrent, 25% nécessitent des réparations majeures. Les hôpitaux, pénurie de personnel, équipements obsolètes. L'argent va aux salaires et aux pensions, 80% des dépenses. L'argent va aux fonctionnaires, pas aux citoyens. Pourquoi la réforme est impossible? Les syndicats du secteur public sont les plus forts. CGT, FO, CFDT. Toute coupe déclenche une grève nationale immédiate. Les politiciens n'y toucheront pas, suicide électoral. Dernière tentative, Sarkozy en 2008 remplaçait un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Résultat, grève massive, abandonnée. L'absurdité de la comparaison. Singapour, 6 millions d'habitants, 100 000 fonctionnaires, service de classe mondiale. France, 68 millions d'habitants, 5,7 millions de fonctionnaires, service qui s'effondre. Ratio, Singapour est 57 fois plus efficace. C'est pas une blague, ce sont les chiffres réels. Le cycle vicieux. État obèse, impôts élevés, croissance stagne. Stagnation, moins de recettes, plus de dettes. Plus de dettes, besoin de coupes. Coupe impossible, augmenter les impôts. Impôts plus élevés, plus de gens partent. Répéter à l'infini. État obèse. Mais l'État contrôle quoi exactement? Certainement pas la nourriture. 9. La dépendance alimentaire, le mythe de la ferme France. Donc État énorme mais inefficace. Au moins la France produit sa propre nourriture, non? Mon ami, tu es sur le point d'être déçu. Le mythe contre la réalité. Mythe. La France égale superpuissance agricole, nourrit l'Europe. Réalité, autosuffisance alimentaire à 60% en 2024, en baisse par rapport à 80% en 2000. En 25 ans, on est passé de quasi autonome à dépendant. Laisse ça infuser. Qu'est-ce qui est importé maintenant? Fruits et légumes, 50% importés d'Espagne, du Maroc, d'Afrique. Poissons et fruits de mer, 70% importés. Viande, encore autosuffisante pour l'instant, mais les marges se réduisent. Céréales, toujours exportateur net, mais les volumes diminuent. Produits laitiers, autosuffisants, mais face à la crise climatique. L'exode des agriculteurs. Perte, 100 000 agriculteurs par décennie, continue depuis les années 1950.
1970, 1,6 million d'agriculteurs. 2024, 400 000 agriculteurs. Projection 2040, 200 000 agriculteurs. On perd l'équivalent de Nice en agriculteurs chaque décennie. La crise de l'âge. Âge médian des agriculteurs, 51 ans. 50% des fermes n'ont pas d'héritier identifié. Les jeunes fuient la campagne, Paris attire tout le monde. Résultat, dans 20 ans, qui cultive les champs? Pourquoi l'agriculture meurt? Économique, marge faible, écrasée par les supermarchés. Réglementaire, subvention de la PAC en baisse, réglementation environnementale en hausse, concurrence, l'Europe de l'Est moins chère, Pologne, Roumanie. Climat, sécheresse, 2022 et 2023 les pires de l'histoire. Social, pas de prestige, les jeunes veulent des emplois dans la tech, pas dans l'agriculture. La vulnérabilité climatique. Pénurie d'eau, irrigation restreinte en été. Vague de chaleur, rendement des cultures en baisse. Exemple, récolte de maïs 2022 en baisse de 20%. Mettons ça en perspective. La France exportait du maïs, maintenant à peine autosuffisante. Le risque stratégique de sécurité alimentaire. L'alimentation, c'est comme l'énergie, vulnérabilité stratégique. Mémoire de 2008. Prix alimentaires mondiaux en flèche, émeute dans le monde entier. Si les grands exportateurs coupent les approvisionnements, la guerre en Ukraine l'a montré, la France lutte. Scénario. Ukraine plus Argentine plus sécheresse aux États-Unis égale France importe à des prix triplés. La dépendance alimentaire égale arme géopolitique contre toi. Le paradoxe néerlandais. Pays-Bas. 17 millions d'habitants, petit pays. Exportation agricole, 110 milliards d'euros, deuxième au monde après les États-Unis. France, 68 millions d'habitants, immense terre arable. Exportation agricole, 85 milliards d'euros. Les Pays-Bas, plus productifs avec moins de terre. Pourquoi? Serre high-tech, efficacité, innovation. La France, méthode traditionnelle en déclin. La réponse du gouvernement. Subvention. Continuer à jeter de l'argent, 9 milliards d'euros par an, de la PAC. Effet, préserve l'inefficacité, ne résout pas le problème structurel. Les jeunes agriculteurs ne veulent toujours pas cultiver, dépendants pour la nourriture. Et l'énergie, là ça devient vraiment intéressant. 10. Le piège énergétique, la bénédiction nucléaire devient une malédiction. Ok, la nourriture en déclin, mais l'énergie, là la France domine avec le nucléaire, non? Oui et non. Principalement, non. La bénédiction nucléaire, contexte historique. Année 1970. Après le choc pétrolier, la France investit massivement dans le nucléaire. Résultat, 56 réacteurs, 70% de l'électricité à partir du nucléaire. L'électricité la moins chère de l'UE historiquement. Autonomie stratégique, pas de dépendance au gaz comme l'Allemagne. C'était un coup de génie. Était. La malédiction, réalité actuelle. Dette d'EDF, 65 milliards d'euros, en faillite, nationalisée en 2022. Réacteur vieillissant, moyenne de 37 ans, conçu pour une durée de vie de 40 ans. Crise de maintenance. En 2022, 50% des réacteurs hors ligne simultanément à cause de la corrosion. Mettons ça en perspective. La moitié des réacteurs foutus en même temps. C'est pas de la maintenance, c'est une crise systémique. Le désastre de l'EPR, étude de cas Flamanville. Démarré en 2007, prévu à l'origine, 4 ans, 3,3 milliards d'euros. Réalité 2024, 17 ans. Toujours pas complètement opérationnel, plus de 13 milliards d'euros. Résultat, 4 fois le budget, 13 ans de retard. Comparaison, la Chine construit le même réacteur en 6 ans. La France a inventé le nucléaire moderne. Maintenant, la France ne sait plus construire de réacteurs. La crise énergétique de 2022, la tempête parfaite. Guerre en Ukraine, prix du gaz multiplié par 10, de 20 à 200 euros par mégawattheure. Réacteur hors ligne, la France devient importateur net d'électricité, première fois de son histoire. Le gouvernement plafonne les prix au niveau du consommateur, intervention de 280 milliards d'euros. EDF forcé de vendre à perte, mandat de l'État pour protéger les consommateurs. Résultat, faillite d'EDF, renflouement de 60 milliards d'euros par les contribuables, la bombe à retardement du démantèlement.
56 réacteurs nécessitent un démantèlement de 2040 à 2060. Estimation des coûts, plus de 100 milliards d'euros non budgétés. Déchets radioactifs, problème de stockage de 10 000 ans non résolu. On a profité du nucléaire pendant 50 ans. On paiera la facture pendant 10 000 ans. Le fossé des énergies renouvelables. Éolien et solaire, 15% de l'électricité contre plus de 50% en Allemagne. Pourquoi si faible? NIMBYisme, personne ne veut d'éoliennes. Permilan, priorité au nucléaire. Résultat, pas diversifié, point de défaillance unique. 2022 l'a montré, quand le nucléaire échoue, la France n'a rien. L'impact sur la compétitivité industrielle. Le nucléaire bon marché égale avantage concurrentiel historiquement. Aluminium, chimie, acier français égale dépendance à l'énergie bon marché. Maintenant, électricité chère, plafond expire, EDF a besoin de revenus. Résultat, risque de désindustrialisation. Exemple, Alstom, turbine, déplace la production en Pologne. Exemple, ArcelorMittal, acier, ferme des usines françaises. Les plans de nouveaux réacteurs, l'espoir qui arrive trop tard. Macron a annoncé 6 nouveaux réacteurs EPR2 d'ici 2040. Réalité, le premier commence la construction en 2027, opérationnel en 2040 si tout va bien. L'histoire dit, sera en retard et au-dessus du budget. Pendant ce temps, plus de 20 réacteurs doivent fermer, trop vieux. Les calculs, perte de capacité plus rapide que construction de nouvelles. La vulnérabilité stratégique. 70% de l'électricité d'une seule source égale fragile. Flotte vieillissante égale crise de fiabilité. Pas de backup, énergie renouvelable sous-développée. Scénario, 2027, canicule, la moitié des réacteurs hors ligne à nouveau. Coupure d'électricité en été, la climatisation tombe en panne, les personnes âgées meurent, mémoire de la canicule de 2003, 15 000 morts. Le problème opposé de l'Allemagne. L'Allemagne a fermé le nucléaire. Tout misé sur le gaz russe. Guerre en Ukraine, l'Allemagne en crise énergétique, gaz coupé. La France a ri de l'Allemagne. 2022, la France importe de l'électricité d'Allemagne, centrale à charbon en marche. Ironie délicieuse. La France nucléaire achète de l'électricité allemande au charbon. Énergie fragile, nourriture fragile. Et diplomatiquement, là, c'est le désert. 11. L'isolement diplomatique de grande puissance à puissance moyenne. Donc fragile en énergie, en nourriture, en économie. Au moins diplomatiquement, la France garde son influence, non? Réfléchis encore. Auto-image historique contre réalité. Auto-image, grande nation, siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, puissance nucléaire, co-leader de l'UEEP. Réalité 2025, influence en déclin, ignorée par les alliés, perte de sphère d'influence. La France joue toujours les grandes puissances, mais personne n'écoute plus. Au niveau de l'UE, le problème allemand. Le moteur de l'Europe, France-Allemagne historiquement. Réalité, relation Macron-Scholz, froide. Europe de l'Est, aliénée par l'ambiguïté de Macron sur l'Ukraine, a essayé de négocier avec Poutine. Italie, Meloni ignore la France, s'aligne avec le Royaume-Uni et l'Europe de l'Est. Espagne, Sanchez se concentre sur l'Amérique latine, pas sur la France. Résultat, la France parle, l'Allemagne décide, les autres ignorent. Au niveau de l'OTAN, l'erreur mort cérébrale. 2019, Macron appelle l'OTAN mort cérébrale. Les alliés furieux, surtout la Pologne et les Baltiques. Guerre d'Ukraine 2022, la France tente la médiation, appelle Macron-Poutine. Résultat, échec, paraît faible, perd sa crédibilité. États-Unis sous Biden, sceptique de l'autonomie stratégique française. États-Unis sous Trump 2.0, encore plus sceptique. Macron voulait jouer De Gaulle, il a joué le type qu'on ignore. L'Afrique, l'effondrement de la France-Afrique. Coup d'État, Mali 2021, Burkina Faso 2022, Niger 2023. Tous les trois, troupes françaises expulsées. Sentiment anti-français, France-Afrique ressenti comme néocolonialisme. France CFA vu comme colonialisme monétaire. La Russie et Wagner entrent, remplissent le vide français. 60 ans de présence française en Afrique, foutu en 3 ans. Le Moyen-Orient, insignifiant.
Accord d'Abraham, normalisation Israël-arabe, la France pas impliquée, négocié par les États-Unis. Accord nucléaire iranien, la France a essayé de le sauver, échec. Syrie, aucun rôle, la Russie, la Turquie, les États-Unis l'ont découpé. Liban, sphère historique, maintenant la France ne peut même plus servir de médiateur. Le Moyen-Orient, c'est désormais États-Unis, Russie, Turquie. La France, absente. L'Asie-Pacifique, l'humiliation AUKUS. 2016, l'Australie commande pour 50 milliards d'euros de sous-marins français, plus gros contrat de défense jamais. 2021, l'Australie annule, choisit l'accord AUKUS États-Unis/Royaume-Uni. Macron, coup de poignard dans le dos. Réalité, l'Australie ne faisait pas confiance à la tech et au délai français, mémoire de Flamanville. Conséquence, la France expulsée de l'architecture de sécurité Indo-Pacifique. La stratégie Indo-Pacifique, tigre de papier. La France annonce une stratégie Indo-Pacifique, Nouvelle-Calédonie, territoire du Pacifique. Réalité, pas de projection de flotte, pas d'alliance, ignorée par la région. La Chine se fiche de la France. L'Inde, j'ai Rafale vendu mais pas de partenariat stratégique. ASEAN, regarde vers les États-Unis et la Chine, pas vers la France. Le moment Suez, 1956, crise de Suez, la Grande-Bretagne a réalisé qu'elle n'était plus une grande puissance. 2025, la France vit son moment Suez, ne peut pas définir l'agenda, ne peut pas construire de coalition, ne peut pas projeter de puissance. Coincée entre les États-Unis qui se méfient de la France et l'Allemagne qui l'ignore. Vérification de la réalité militaire. Dissuasion nucléaire, toujours crédible, 300 ogives. Force conventionnelle, étirée, sous-financée. Marine, un porte-avions, souvent en maintenance. Déploiement au Mali, limite exposée, ne pouvait pas maintenir 5000 soldats au Sahel. Puissance nucléaire? Oui. Grande puissance? Non. Diplomatiquement isolée. Économiquement coincée. Donc quand la pression monte, l'État réagit comment? Surveillance. 12. L'État surveillant, quand la légitimité craque, le contrôle augmente. Donc tout s'effondre lentement. Démographie, économie, diplomatie. L'État français réagit comment? Contrôle. Le schéma à travers les États défaillants. Quand la légitimité décline, la surveillance augmente. Quand les promesses se brisent, l'État surveille les menaces. C'est pas une théorie du complot, c'est un schéma historique. Regarde l'URSS des années 80, la transformation post-2015. 2015, Charlie Hebdo, attaque du Bataclan. Réponse, état d'urgence, pouvoir d'urgence. Durée, 2 ans continus, 2015 à 2017. 2017, les pouvoirs d'urgence rendus permanents, loi votée. Mettons ça en perspective. Pouvoirs temporaires deviennent permanents. Toujours. Mesures de surveillance élargies. Surveillance numérique. La police peut accéder aux métadonnées sans juge. Surveillance des réseaux sociaux. Suivi de l'organisation des manifestations. Reconnaissance faciale, déployée aux Jeux Olympiques de Paris 2024, testée, expansion maintenant. Surveillance des comptes bancaires, déclaration automatique aux impôts, signalement des transactions. Restriction de manifestations. Les préfets peuvent interdire les manifestations préventivement. Les Gilets jaunes, le moment de violence d'État. 2018 à 2019. Manifestation de Gilets jaunes, déclenchée par la taxe sur l'essence. Réponse de l'État, force extrême. Flashball déployé, plus de 4000 blessés, 24 personnes ont perdu un œil. Arrestation, plus de 10 000 en 2 ans. Mort, 11 personnes, directement ou indirectement, des affrontements. Tu manifestes contre la taxe d'essence. L'État t'éborgne. C'est ça la démocratie française moderne. Manifestation pour les retraites de 2023, escalade. Macron force la réforme des retraites sans vote, article 49.3. Manifestation, plus de 2 millions dans les rues. Arrestation, plus de 5000 en 3 mois. Violence, police contre manifestants, des deux côtés. Résultat, réforme adoptée, mais légitimité effondrée. Le script de justification. Officiel, sécurité, terrorisme, ordre public. Réalité, contrôle social alors que les promesses économiques se brisent. Schéma, l'État craint son propre peuple plus que les ennemis extérieurs. Technologie permettant le contrôle. CCTV. Paris est la 2e ville la plus surveillée d'Europe après Londres. Lecteur de plaques d'immatriculation,
suivi des déplacements. Métadonnées téléphoniques. Qui parle à qui? Télécom obligé de stocker. Scrapping des réseaux sociaux. L'IA identifie les fauteurs de troubles. Aperçu du crédit social chinois. Chine, état de surveillance ouvert, crédit social. France se dirige dans cette direction mais le nie. Différence, vitesse et transparence. La Chine dit « on vous surveille ». La France dit « c'est pour votre sécurité tout en vous surveillant ». Pourquoi la surveillance seule échoue? Peut surveiller le mécontentement, ne peut pas éliminer les causes. La pression continue de monter, démographie et économie inchangées. Surveillance égale gestion des symptômes, pas cure. Tu peux surveiller une cocotte minute, ça n'empêche pas l'explosion. Parallèle historique, Allemagne de l'Est, Stasi. La société la plus surveillée de l'histoire, un informateur pour 63 citoyens. Résultat, effondré quand même en 1989. La surveillance a retardé l'effondrement, ne l'a pas empêché. Surveillance monte. Mais quand la surveillance ne suffit pas, le populisme explose. 13. La tentation populiste, le centre se vide, les extrêmes montent. Surveillance augmente. Légitimité s'effondre, système bloqué. Les Français votent pour qui? Les extrêmes. Trajectoire électorale, l'écart se referme. 2017, deuxième tour, Macron 66%, Le Pen 34%, écart de 32 points. 2022, deuxième tour, Macron 58%, Le Pen 42%, écart de 16 points. Projection 2027, Le Pen 50% ou plus possible, écart qui se referme. Mettons ça en perspective. En 10 ans, l'écart réduit de moitié, dans 10 ans de plus. Élection européenne de 2024, l'avertissement. RN, Le Pen, 31%. Parti de Macron, 15%. Macron forcé de dissoudre le Parlement, pari raté. Les européennes étaient un avertissement. Personne n'a écouté. La montée de l'extrême droite, le RN, Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen, Jordan Bardella, thème immigration, identité, pouvoir d'achat, souveraineté. Base, classe ouvrière, rurale, personnes âgées, France périphérique. Pourquoi ça monte? Stagnation égale promesse brisée, le centre a échoué. Message, restaurer la grandeur, fermer les frontières, quitter l'UE, ramener le franc. La montée de l'extrême gauche, LFI, la France insoumise, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche dure, anti-UE, anti-OTAN. Thème inégalité, climat, anticapitalisme, redistribution des richesses. Base, jeunesse urbaine, minorité, secteur public, précariat éduqué. Pourquoi ça monte? Système truqué, grandes écoles, népotisme, concentration des richesses. Message, mangez les riches, sortez de l'OTAN, Green New Deal, taxez la richesse à 90%. L'effondrement du centre, la basse creuse de Macron. Macron égale culte de la personnalité, pas d'infrastructure de parti. Parti traditionnel, PS, socialiste mort, LR, conservateur mourant. Électeur du centre, vieillissant, en déclin. Résultat, le centre se vide. Les extrêmes remplissent le vide. Pourquoi le populisme monte sous stagnation? Croissance égale marée montante soulève tous les bateaux, le centre en profite. Stagnation égale somme nulle, quelqu'un doit perdre, jeu de reproche. Élite vue comme corrompue, déconnectée, club des grandes écoles. Système vu comme truqué, chômage des jeunes, crise du logement. Avenir sans espoir pour les millennials, Gen Z. Quand le système ne livre pas, les gens cherchent un marteau pour le casser. Parallèle historique, la stagnation engendre l'extrémisme. République de Weimar, année 1920. Hyperinflation, stagnation, puis nazi. Venezuela, année 1990. Chute du pétrole, stagnation, puis Chavez. Italie, année 2010. Crise de l'euro, stagnation, puis Salvini, Meloni. Schéma, stagnation, le centre perd, les extrêmes montent, instabilité. Scénario, Le Pen gagne 2027. Promesse, quitter l'UE, restaurer le franc, fermer les frontières, faire défaut sur la dette. Peut-elle livrer? Probablement pas. Sortie de l'UE égale suicide économique. Qu'arrive-t-il? Soit A, elle recule, crédibilité détruite, soit B, elle y va, chaos. Scénario chaos,
Fuite des capitaux, panique bancaire, crise de sortie de l'euro, dépression. C'est jouer avec le feu. Mais les Français désespérés? Scénario, Mélenchon gagne 2027. Promesse, taxer les riches à 90%, nationaliser les industries, révolution verte. Peut-il livrer? Non aussi, le capital fuit immédiatement. Qu'arrive-t-il? Venezuela 2.0, contrôle des capitaux, inflation, effondrement. Pourquoi les deux scénarios égalent désastre? Les populistes diagnostiquent le problème correctement, système cassé. Les populistes prescrivent les mauvaises solutions, simplistes, pensée magique. Résultat, aggrave la stagnation, fuite des capitaux, effondrement de l'investissement. Je veux entendre les Français de moins de 35 ans qui regardent ça. Vous allez voter pour qui en 2027? Le Pen? Mélenchon? Abstention? Est-ce que tu crois encore que le système peut se réformer? Dis-moi dans les commentaires. La crise de légitimité démocratique. Taux d'abstention 2022. 46% premier tour, 28% deuxième tour. Des millions votent contre, pas pour. Macron élu avec 38% de soutien de l'électorat total. C'est pas une démocratie saine. C'est une démocratie qui agonise. Le populisme monte, mais il y a quelque chose de pire que le populisme, la violence physique. 14. Le risque de violence, la cocotte minute avant explosion. Populisme égale symptôme. Mais symptôme de quoi? Violence sous-jacente qui monte. Indicateur de violence actuelle, ça se passe déjà. Émeute de banlieue, régulière, 2005 3 semaines, 2023 1 semaine. Gilets jaunes, année 6 et ça continue, manifestation chaque samedi. Manifestation d'agriculteurs, tracteurs bloquant les autoroutes, 2024. Activistes climatiques, sabotage de pipeline, blocage. Violence d'extrême droite, attaque en augmentation, anti-immigrés. Violence policière, routinière, flashball, gaz lacrymogène. C'est pas ça pourrait arriver. Ça arrive déjà. La question c'est quand ça explose complètement. La fusillade de Naël 2023, l'aperçu. Juin 2023, la police tue Naël, 17 ans, à Nanterre, contrôle routier. Résultat, une semaine d'émeute. Dégâts, plus d'1 milliard d'euros, voitures brûlées, bâtiments, magasins pillés. À montrer. L'État a perdu le contrôle des banlieues pendant 7 jours. L'armée pas déployée, peur de l'escalade. Mettons ça en perspective. Un ado tué. 1 milliard d'euros de dégâts. Une semaine pour regagner le contrôle. Tension structurelle, ligne de fracture. Inégalité économique. Coefficient de Gini en hausse, 0,32 se dirigeant vers 0,35. Ségrégation spatiale, centre de Paris contre banlieue, monde différent. Tension ethnique, français contre communauté nord-africaine, africaine. Guerre générationnelle, boomers, richesse, contre millennials, précaria. 4 fractures. Toutes s'aggravent. N'importe laquelle peut exploser. Le baril de poudre des banlieues. Chômage. 25 à 40%, le double de la moyenne nationale. Présence policière, style militaire, contrôle d'identité de routine. Crise d'identité, passeport français, mais traités comme des étrangers. Économie de la drogue, seule vraie opportunité pour les jeunes. Si tu es jeune, de banlieue, arabe, ta chance d'avoir un CDI égale 10%. Ta chance d'aller en prison égale 30%. Dynamique d'état policier. Police armée partout. Post 2015 terrorisme. Armes flashball. Peuvent aveugler. 24 personnes ont perdu un œil pendant les gilets jaunes. Gaz lacrymogène. Utilisé libéralement, même contre manifestations pacifiques. Arrestation. Des milliers préventivement avant les manifestations. Résultat, cycle d'escalade. La violence engendre la violence. Analyse de scénario. Qu'est-ce qui déclenche l'explosion? Choc économique, crash style 2008, banque échoue, chômage grimpe. Crise politique, élection contestée, 2027 si Le Pen contre Mélenchon, disputé. Étincelle sociale, un autre meurtre policier, prochain Naël. Catastrophe climatique, canicule extrême, 2003 égale 15 000 morts, imagine 30 000. Crise alimentaire et énergétique, pénurie, rappelle-toi, dépendant maintenant. N'importe laquelle égale possible. Combinaison égale probable. Pourquoi la stagnation rend la violence pire que le déclin? Déclin graduel. Les gens s'adaptent,
Les attentes s'ajustent, nouvelle normalité. Stagnation. La pression monte sans soupape de libération. Analogie physique. Ligne de faille sismique. Petit tremblement de terre égale libération progressive de pression sur. Pas de tremblement pendant des décennies égale méga tremblement. Catastrophique. France égale pas de libération, méga tremblement à venir. La tradition révolutionnaire, l'histoire française. 1789, Révolution, monarchie tuée. 1830, Révolution de juillet, roi renversé. 1848, Révolution, République déclarée. 1871, Commune de Paris, soulèvement socialiste. 1968, mai 68, a presque renversé de Gaulle. Schéma, environ 50 à 60 ans entre explosions. Dernière, 1968, il y a 57 ans. La France révolutionne tous les demi-siècles. On est en retard sur le calendrier. À quoi ressemble la violence? Pas révolution, organisée, idéologique. Plus comme guérilla urbaine soutenue, banlieue contre État. Ou conflit civil factionnaire, région contre Paris, ethnie, génération. Ou répression autoritaire, gouvernement militaire pour restaurer l'ordre. Ou effondrement complet de l'État, style Yougoslavie, année 1990. Tout égale catastrophique pour l'Europe, crise des réfugiés, contagion économique, puissance nucléaire dans le chaos. Pourquoi le monde devrait se soucier? France égale 7e plus grande économie, effondrement égale récession mondiale. France égale arsenal nucléaire, 300 ogives, instabilité égale cauchemar. France égale cœur de l'UE, si France échoue, UE se désintègre. France égale OTAN, faiblesse égale effondrement de l'alliance. Violence couve. Mais comment tout ça se connecte? Le cercle vicieux. 15. Le cercle vicieux, comment tout se connecte en spirale mortelle. Donc on a vu 14 sections de problèmes. Mais voici le pire, ils sont tous connectés. C'est pas 14 problèmes séparés, c'est un système qui s'auto-détruit. Le cycle suit la logique. La démographie décline, moins de travailleurs. Moins de travailleurs, crise des retraites. Crise des retraites, pression sur les jeunes, impôts plus élevés. Jeunes pressés, fuite des cerveaux, les meilleurs partent. Fuite des cerveaux, l'innovation meurt. L'innovation meurt, la stagnation s'approfondit. Stagnation, pas de croissance pour alléger les tensions. Pas de croissance, le populisme monte, jeu de reproches. Populisme, le contrôle de l'État augmente, surveillance, répression. Contrôle de l'État, le risque de violence augmente, violence, plus de gens partent, accélère la fuite des cerveaux. Plus partent, le cycle accélère. C'est pas linéaire, c'est exponentiel. Spirale vers le bas. Mettons ça en perspective les calculs. Besoin, plus de 2% de croissance du PIB pour stabiliser la dette. Réalité, 0,7% de croissance du PIB. Écart, déficit structurel de 1,3% chaque année. Composition, sur 20 ans égale perte de richesse de plus de 30%. Les maths sont implacables. Tu ne peux pas échapper aux maths. Pourquoi on ne peut pas briser le cycle? Les 3 bloqueurs. Les syndicats bloquent la réforme du travail, ne peuvent pas rendre l'embauche et le licenciement flexibles. Les électeurs bloquent la réforme des retraites. Les retraités, égale 30% de l'électorat, ne voteront jamais pour des coupes. L'UE bloque la dévaluation de la monnaie. La BCE contrôle l'euro. La France ne peut pas imprimer ni dévaluer. Résultat, tous les leviers de sortie sont bloqués, piégés. 3 options théoriques, tout impossible. Option 1, diluer la dette par l'inflation. Imprimer de l'argent, inflation de plus de 10% pendant une décennie. La dette devient sans valeur en termes réels. Pourquoi impossible? La BCE contrôle l'euro. Veto allemand, mémoire de Weimar. Option 2, faire défaut sur les promesses. Couper les retraites de 50%, virer la moitié des fonctionnaires, équilibrer le budget immédiatement. Pourquoi impossible? Révolution le lendemain, littéralement. Option 3. Miracle de croissance massive. Devenir puissance technologique du jour au lendemain. Plus de 5% de croissance pendant une décennie. Pourquoi impossible? Barrières structurelles, syndicats, réglementation, fuite des cerveaux. 4e option, la plus probable, l'usure lente. S'en sortir tant bien que mal, pas d'effondrement, pas de réforme. Le niveau de vie décline, 1 à 2% par an, imperceptible mais cumulatif. 20 ans plus tard,
La France a un revenu niveau Pologne, 25 000 $ par habitant. Mais garde encore, prix niveau allemand, 10 € le café. Résultat, appauvrissement sans effondrement dramatique. C'est comme la grenouille dans l'eau bouillante, tu réalises quand c'est trop tard. Pourquoi la stagnation est pire que l'effondrement? La psychologie. Effondrement égale catharsis, réinitialisation. Argentine 2001, faillite, puis récupération. Stagnation égale pas de catharsis, le ressentiment monte. Japon 1990 à 2020, 30 années perdues. Stagnation égale les jeunes perdent espoir, le taux de natalité s'effondre encore. Stagnation égale les meilleurs partent, la fuite des cerveaux accélère. Résultat, spirale descendante sans fond. Comparaison avec le Japon, l'avertissement. Japon 1990, bulle des actifs éclate. Japon 1990 à 2020, 30 années perdues, croissance zéro. Résultat, vieillissement, déclin, stagnation, pessimisme. Mais le Japon est devenu riche avant de stagner, 45 000 $ par habitant en 1990. France, stagnation avant de devenir riche, 44 000 $ par habitant maintenant. Si le Japon sait perdre 30 ans de croissance après être devenu riche, la France sait perdre 30 ans sans être devenu riche. Impact psychologique national, la dépression. France égale pays le plus pessimiste de l'OCDE, les sondages le montrent à répétition. Taux de natalité, 1,79, en baisse, sous le remplacement. Émigration, plus de 30 000 hautement qualifiés par an, accélération. Taux de suicide, en hausse, surtout jeunes, agriculteurs. C'est pas juste l'économie qui stagne, c'est la psyché nationale qui déprime. La réalité sans issue. Ne peut pas croître, blocage structurel. Ne peut pas s'effondrer, l'UE ne le laissera pas, trop gros pour échouer. Ne peut pas réformer, impossibilité politique. Ne peut pas diluer, la BCE contrôle l'argent. Ne peut pas faire défaut, révolution. Résultat, piégé dans la stagnation. Pour des décennies. Cercle vicieux expliqué. Maintenant, verdict final. Pourquoi stagnation égale plus dangereux que déclin? 16. Le verdict. Pourquoi France stagnante égale bombe à retardement? Reformulation de la thèse centrale. France stagnante, plus dangereuse que France en déclin. Pourquoi? La pression monte sans libération. La métaphore. Physique des tremblements de terre. Ligne de faille avec pression. Petit tremblement égale libération progressive sûre. Ligne de faille verrouillée, pas de tremblement pendant des décennies égale méga tremblement catastrophique. France égale ligne de faille verrouillée, pression qui monte. Les maths ne mentent pas. Promesse faite, 2400 milliards de retraites non financées, plus 3200 milliards de dette nationale, égale 5600 milliards total. PIB, 2900 milliards. Recettes fiscales annuelles, 1400 milliards, 48% du PIB. Dépenses annuelles, 1600 milliards. Déficit structurel, plus de 200 milliards par an. Mettons ça en perspective. Tu dois 5600. Tu gagnes 1400 par an. Tu dépenses 1600. Les maths disent, tu es foutu. 3 options revisitées, toutes mènent à la crise. Continuer la stagnation, pression monte jusqu'à l'explosion, violence, révolution, effondrement. Tenter la réforme, déclenche explosion immédiatement. Émeute, crise politique. Choc externe, déclenche effondrement, crise financière, guerre, catastrophe climatique. Pas de bonne option. Seulement quand et à quel point mauvais. Validation historique, les empires qui ont stagné. Empire ottoman, 1700 à 1922, 200 ans de stagnation, puis effondrement, Première Guerre mondiale. Empire austro-hongrois, 1850 à 1918, stagnation, tension interne, effondrement, Première Guerre mondiale. Union soviétique, 1970 à 1991, stagnation Brejnev, puis effondrement soudain. Japon, 1990 à aujourd'hui, 30 années perdues, déclin démographique, insignifiance. Schéma, stagnation égale mort lente ou explosion soudaine. La France suit exactement ce schéma. Choisis, mort lente ou explosion. Pourquoi stagnation égale plus dangereux que déclin? Déclin égale adaptation possible. Les attentes s'ajustent progressivement.
Les gens s'adaptent à la nouvelle normalité. Exemple, Royaume-Uni post-Empire, années 1950 à 1970. Douloureuse mais adaptée. Stagnation égale pression sans libération. Attente figée, les boomers attendent le niveau de vie des années 1970. Les jeunes attendent la mobilité, ne l'obtiennent pas. Écart entre attente et réalité égale ressentiment. Ressentiment plus pas d'exutoire égale explosion. Les scénarios déclencheurs. Zone de danger 2025 à 2035. Crise financière. Choc style 2008. Banque échoue, chômage à plus de 15%. Crise politique, populiste gagne, tente réforme radicale, fuite des capitaux, chaos. Explosion sociale, émeute, escalade vers conflit civil soutenu. Catastrophe climatique, canicule plus sécheresse plus pénurie alimentaire. Choc externe, guerre, Russie-OTAN, coupure énergétique, pandémie. N'importe laquelle égale possible. Combinaison égale probable. Pas question de si, question de quand. Pourquoi le monde devrait s'en soucier? La contagion. France égale 7e plus grande économie. Effondrement égale récession mondiale. France égale cœur de l'UE. Si France échoue, UE se désintègre, effondrement de l'euro. France égale puissance nucléaire, 300 ogives. Instabilité égale risque existentiel. France égale membre de l'OTAN. Faiblesse égale fissure de l'alliance. Scénario. Effondrement français déclenche rupture UE, crise de l'euro, panique bancaire, dépression mondiale. Si la France tombe, l'Europe tombe. Si l'Europe tombe, économie mondiale en crise. La comparaison Allemagne 1956, Soviétique 1985. France 2025 égale Grande-Bretagne 1956, Suez réalisée plus grande puissance. France 2025 égale Union soviétique 1985, stagnante 6 ans avant effondrement. France 2025 égale Japon 1995, décennie perdue qui commence juste. Choisis ton analogie historique. Toutes égales, déclin, stagnation, insignifiance. La tragédie, ça n'avait pas à être comme ça. La France a des ressources. Terre, la plus grande de l'UE. Gens, 68 millions. Éduqués. Technologie, nucléaire, aérospatiale. Institutions, universités, recherche. La France a du potentiel. Pas prédéterminée à échouer. La France a un choix. Pourrait réformer si elle le voulait. Mais, politiquement paralysée. Les syndicats bloquent la réforme du travail. Les électeurs bloquent la réforme des retraites. Les élites protègent le statu quo. Résultat, suicide par démocratie. La majorité vote pour maintenir le système qui la tue. Option de métaphore finale. Grenouille bouillie. La température monte lentement, la grenouille ne saute pas, la grenouille meurt. Cocotte minute. La chaleur monte, valve coincée, explosion inévitable, question quand? Titanic après l'iceberg. Dégâts faits, navire coulant, juste question de temps, l'orchestre joue. L'ironie ultime. La France a passé 50 ans à construire un généreux État-providence, retraite, soins de santé, chômage. Objectif, protéger les citoyens du chaos du capitalisme. Résultat, créer un système économiquement insoutenable. Maintenant, l'État-providence lui-même égale plus grande menace pour les citoyens. On a construit un paradis pour boomers, financé par l'enfer pour millennials. Avertissement final, la France n'a pas besoin d'ennemis. Les retraites, les syndicats et la pyramide des âges font le travail eux-mêmes. C'est pas une crise économique, c'est une bombe démographique enveloppée dans une crise de légitimité, marinée dans une rigidité structurelle. Donc, récapitulons le piège français. 1. La démographie. Taux de natalité 1,79, vieillissement plus rapide que l'enrichissement, ratio de dépendance 3 pour 1 allant vers 1,5 pour 1, maths, impossible. 2. Les retraites. 2400 milliards non financés, déficit annuel de 200 milliards, politiquement intouchable, gilets jaunes émeute à la mention. 3. La jeunesse. 18% de chômage, logement à 10 000 € le mètre carré, épidémie de CDD, génération sacrifiée, fuite des cerveaux, commence. 4. Les syndicats. 8% d'adhésion, contrôle 95%, bloque toute réforme, culture de grève paralyse la nation, réforme égale impossible.
5. La fuite. Plus de 200 000 mieux éduqués, partis en une décennie, hémorragie de talent, innovation meurt, cycle vicieux. 6. Le piège. Trop cher pour le bas de gamme, pas assez innovant pour le haut de gamme, coincé à 44 000 $ par habitant, n'allant nulle part. Septembre, la technique. Pas d'IA, pas de plateforme, pas de semi-conducteurs, colonisation numérique, futur détenu par États-Unis et Chine. 8. L'État obèse. 5,7 millions d'employés, 58% du PIB en dépenses, irréformable, insoutenable, argent au salaire, pas à l'investissement. 9. La bouffe. Autosuffisance alimentaire, 60% en baisse de 80%, agriculteurs mourants, vulnérabilité stratégique, crise climatique. 10. L'énergie. Bénédiction nucléaire devenue malédiction, EDF en faillite, 65 milliards, réacteurs vieillissants, point de défaillance unique exposé en 2022. 11. Diplomatique. Isolée dans l'UE, insignifiante mondialement, perdu l'Afrique, humiliation AUKUS, délire post-puissance. 12. Surveillance. État policier en montée, état d'urgence permanent, flashball, surveillance numérique, recul démocratique. 13. Populisme. Extrême droite et extrême gauche en montée, centre s'effondrant, Le Pen 2027 possible, extrémisme normalisé. 14. Violence. Baril de poudre des banlieues, aperçu Naël, tradition révolutionnaire, risque d'explosion croissant. 15. Cercle vicieux. Tout se connecte. Nulle part pour briser le cycle, toute route de sortie bloquée, piégée. 16. Le verdict. Stagnation plus dangereuse que déclin, pression monte sans libération, explosion inévitable, question égale quand. France stagnante n'est pas juste un problème économique. C'est une bombe à retardement social, enveloppée dans un cauchemar démographique, marinée dans une rigidité structurelle. La France n'a pas besoin d'ennemis. Le système de retraite, les syndicats et la pyramide des âges font le travail eux-mêmes. Donc à tous les décideurs politiques qui regardent ceci, vous ne pouvez pas emprunter votre sortie de ce trou. Vous ne pouvez pas manifester votre sortie. Vous ne pouvez pas inflater votre sortie. Et vous ne pouvez certainement pas réformer votre sortie sans révolution. Les maths gagnent toujours. C'est ça la réalité du modèle français. C'est l'exemple ultime de comment la prospérité d'hier devient la prison d'aujourd'hui. C'est le cheat code ultime pour comment autodétruire une nation développée en 30 ans. Si tu as apprécié cette autopsie économique de la stagnation française, fais-moi une faveur, clique sur le bouton j'aime. Ça aide l'algorithme plus que tu ne le penses. Et abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos où on décortique la réalité terrifiante de systèmes condamnés, de pièges géopolitiques et de crises qui arrivent. Je veux connaître ton avis. Tu penses que la France peut éviter l'explosion ou c'est inévitable? Tu restes ou tu pars? Est-ce que j'ai raté quelque chose dans l'analyse? Laisse ta réponse dans les commentaires, je lis tous les meilleurs. Merci d'avoir regardé et reste prudent. Les maths gagnent toujours.